Nous allons parler aujourd'hui de transferts horizontaux de gènes. Nous nous situons maintenant dans le chapitre numéro 3, transferts horizontaux de gènes et endosymbiose, dans le programme spécialité SVT en terminale. Alors, transferts horizontaux de gènes, ça veut dire quoi? Vous savez qu'il y a des transferts de gènes dus à la reproduction sexuée, entre autres au cours de la méiose, etc. Bon. Mais là, ce que l'on va voir, c'est que d'une espèce à l'autre, on peut très bien avoir des transferts de gènes. Par exemple, vous prenez une baleine, un chimpanzé, on peut prendre un gène de chimpanzé et le transférer à une baleine. C'est un transfert horizontal de gènes. Alors, au niveau des connaissances, l'objectif, ce sera de savoir que l'universalité de l'ADN et l'unicité de sa structure dans le monde vivant autorisent des échanges génétiques entre organismes non nécessairement apparentés. Donc on obtiendra en gros ce que l'on appelle des OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés par le gène d'une autre espèce. Par exemple, on peut très bien avoir une souris verte. Si au départ on transfère le gène dans la cellule œuf, par exemple, ou toute première cellule de l'embryon, transfert de gène, donc il faut juste trouver le bon gène qui donne une coloration verte. Bon, ça existe chez certains animaux. Entre autres, par exemple, il y a des méduses qui possèdent donc des colorations, et on peut extraire le gène et puis transférer, etc. Il faut savoir aussi que des échanges de matériel génétique hors de la reproduction sexuée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, constituent des transferts horizontaux. Ils se font par des processus variés, alors ça peut être des vecteurs viraux également, conjugaison bactérienne, etc. Donc on va clarifier un petit peu tout ça tout à l'heure. Alors il serait bon que vous sachiez étudier des expériences historiques mettant en évidence la transformation bactérienne. On va en parler également. Nous allons essayer de comprendre ces phénomènes qui, en dehors des brassages génétiques accomplis par la reproduction sexuée, permettent une complexification des génomes. Nous allons présenter l'un de ces processus, ce transfert horizontal de gènes, donc qui a lieu entre individus de même génération, appartenant ou non à la même espèce. Nous allons parler d'une expérience historique qui va concerner deux souches bactériennes de pneumocoques, Streptococcus pneumoniae, une souche qui sera virulente car elle sera dotée d'une capsule et dont la culture en milieu gélosé va donner des colonies à aspect lisse, et l'autre souche non virulente, repérable par le fait que les colonies ont un aspect rugueux. Nous savons que lors de la reproduction sexuée, des gènes des parents sont transmis aux descendants à chaque génération. On parle de transfert horizontal de gènes, mais du matériel génétique peut également être transféré de manière horizontale, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre individus de la même espèce ou bien d'espèces parfois très différentes. Mais comment est-ce que l'on a pu mettre en évidence, au cours d'expériences historiques, ces transferts de gènes? Essayez de trouver les documents sur les deux souches bactériennes génétiquement différentes correspondant à Streptococcus pneumoniae, donc le pneumocoque. Donc la souche S et la souche R. Donc ça, c'est la première chose, on va en parler tout à l'heure. Et procurez-vous également les expériences de Griffith, ou Griffiths, G-R-I-2-F-I-T-H, en 1928, et Avery, et MacLeod et McCarthy. En 1928, Griffith travaillait sur la fabrication d'un vaccin contre la pneumonie. Ces bactéries sont sphériques, regroupées par paires, donc les pneumocoques sont par deux. Et ces pneumocoques, du moins la souche S, est entourée d'une capsule qui les protège contre les cellules immunitaires et les rendent donc virulentes.
Ça veut dire que notre corps, notre système immunitaire, en théorie, ne peut pas les attaquer s'il y a une capsule. En théorie. Voilà. Alors il a mis en culture, sur milieu nutritif solide, chaque bactérie formait ainsi une colonie à l'aspect lisse et brillant. C'était une souche S pour smooth. S. Smooth. Donc forme lisse et brillante. Griffith a observé dans ces cultures un nouveau type de colonie à l'aspect rugueux, formé par des bactéries qui n'avaient pas de capsule. Alors il les a appelées souche R, R pour rogue, alors rugueux en tout cas, R-O-U-G-H. Alors que la souche S, elle, est mortelle, la souche R a perdu sa virulence et par conséquent n'est pas mortelle. Donc à partir du document que vous avez pu trouver sur Internet ou sur le manuel, concernant les deux souches bactériennes génétiquement modifiées, vous voyez par exemple une boîte de pétri avec plein de petits ronds à l'intérieur, ce sont des colonies. Une colonie c'est quoi? Eh bien c'est à partir d'une bactérie, on obtient des milliards de bactéries. Pourquoi? Parce qu'une bactérie va se diviser en deux, chacune des deux bactéries va se rediviser en deux, donc on obtient 4. Chacune des 4 se redivise en deux, on obtient 8, puis 16, 32, 64, 250, etc., 128, 256, etc. Et on obtient un nombre qui augmente de manière exponentielle, donc c'est-à-dire très très vite, et on obtient une colonie. Alors toutes les colonies sont pareilles. On a des colonies lisses avec une souche de type S, donc souche S qui a une capsule autour. Mais il a observé qu'il y a quelques colonies qui ne sont pas lisses, mais qui sont rugueuses. De type R, donc c'est la souche R. S avec capsule est virulente, et la souche R sans capsule n'est pas virulente. Alors pourquoi? Pourquoi y a-t-il cette virulence lorsqu'il y a la capsule et pourquoi n'y a-t-il pas de virulence lorsqu'il n'y a pas la capsule? Pourquoi est-ce qu'on obtient des colonies lisses et pourquoi est-ce que l'on obtient des colonies rugueuses? C'est un mystère. Alors Griffith et ses collègues ont fait des expériences Alors, c'est quoi ces 4 expériences? On va parler de 4 expériences, il y en aura d'autres après. Donc ces 4 expériences ont été réalisées par Griffith. Et puis, elles ont été complétées par celles d'Avery, MacLeod et McCarthy en 1944. Donc, ce ne sont pas vraiment ses collègues, mais ce sont des collègues dans le temps. Donc, MacLeod et McCarthy et Avery ont complété les 4 expériences de Griffith et on obtient du coup les expériences 5 et 6 que je vais vous décrire après. Donc 4 premières expériences par Griffith, puis ses collègues dans le temps, en 1944 alors que lui c'était en 1928, expériences alors 4, 5 et 6. Ces chercheurs ont injecté à des souris des pneumocoques de souches différentes, S et R, soit séparément, soit associés, afin d'en suivre les effets sur les souris, les pauvres. Alors, nous verrons tout à l'heure que dans les expériences 5 et 6, les bactéries S vont être tuées, puis broyées et traitées avec une protéase. Donc traitées soit avec une protéase, soit avec une adénase. Donc protéase pour détruire les protéines et adénase pour détruire le matériel génétique, entre autres l'ADN. La protéase est une enzyme donc, qui détruit les protéines et l'adénase est une enzyme qui détruit l'ADN. Alors, essayons de décrire maintenant
ces expériences. Première expérience, et quels sont les résultats? On prend, Griffith prend une souche S, l'injecte à une souris. Donc il injecte des pneumocoques S vivants. Quels sont les résultats? Eh bien, la souris meurt. Et on voit qu'au niveau de cette souris, il y a de nombreux pneumocoques S vivants. Donc ça, c'est la première expérience. Qu'est-ce que vous feriez comme autre expérience? Eh bien oui, vous avez raison. Il faut faire la même chose, mais avec la souche R. Donc, Griffith prend une souche R, qui n'est pas mortelle. Il l'injecte à une souris. Alors, les pneumocoques sont vivants. Les pneumocoques R sont vivants. Quels sont les résultats? Eh bien, la souris, elle survit. Donc, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de pneumocoque. Pourtant, Griffith avait bien injecté des pneumocoques R vivants. Et la souris survit et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de pneumocoque. Donc, souche S avec capsule virulente mort de la souris, beaucoup de pneumocoques S. Souche R, injection de pneumocoque R vivant, la souris survit et il n'y a plus de pneumocoque. Alors il faut prendre le temps de réfléchir, voir quelles sont les autres expériences que vous auriez pu faire. Eh bien, troisième expérience. Griffith a pris une souche S de pneumocoques tués par la chaleur. Il injecte ces pneumocoques S tués et les résultats donnent une souris vivante et il n'y a pas de pneumocoque. Alors tout à l'heure, il faudra interpréter. Ensuite, quatrième expérience qu'il fait, il injecte des souches S de pneumocoques tués par la chaleur en même temps que des pneumocoques de souche R vivants. Donc des pneumocoques vivants. Donc S tué plus R vivant, et on s'aperçoit que la souris, elle meurt ou elle ne meurt pas à votre avis? S est tué. R est vivant. Comme S tout à l'heure tué avait permis à la souris de vivre, là on s'aperçoit, on devrait avoir une souris morte en théorie, une souris vivante je veux dire. Et bien là, si S est tué et R vivant sont ensemble, la souris meurt. Bizarre, non? Et si on regarde à quoi ressemble, alors est-ce qu'il y a ou pas des pneumocoques? Eh bien oui, il y a de nombreux pneumocoques S vivants. Voilà. Donc si je reprends les expériences 1, 2, 3, 4, on reste sur un questionnement. Première expérience, on démontre que la souche S est virulente. La souris est tuée. Il y a de nombreux pneumocoques S dans la souris. La souche R, on démontre que la souche n'est pas virulente. Pas de capsule, pas de virulence. La souris va survivre et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de pneumocoque dans la souris. Ensuite, si on tue la souche S par la chaleur, on injecte à la souris et la souris survit. Et il n'y a pas de pneumocoque dans la souris.
Par contre, si on injecte à la fois la souche S tuée par la chaleur en présence de souche R vivante, on s'aperçoit que la souris meurt. Et qu'il y a de nombreux pneumocoques S vivants. Alors vous voyez pourquoi ça pose un problème? Parce qu'il y a dans la souris morte de nombreux pneumocoques S vivants. Alors qu'on a injecté des S tués avec des R vivants. Donc ça sous-entend que les R vivants, alors il y a deux possibilités. Soit les S tués sont redevenus vivants, ça fait penser à quelque chose, ça. Soit les R vivants sont devenus des S. Comment est-ce que vous pourriez interpréter ça? Eh bien, vous pensez, tout à l'heure, on pense transferts horizontaux. Peut-être qu'il y a eu un transfert horizontal de quelque chose des souris S tuées vers les R vivants. Ou vice-versa, peut-être que les R vivants sont allés chercher quelque chose dans les S tués. Alors évidemment, on pense qu'il y a eu un transfert horizontal de gènes. On y pense parce qu'on le sait, c'est le titre du cours. Alors on se dit, bah oui, il y a sûrement un rapport avec ça. Mais le vrai questionnement, c'est savoir quel mécanisme a fait que on est passé des S tués en présence de R vivants avec des S vivants. Comment est-ce que l'on peut obtenir des S vivants à partir de quelque chose qui est mort et quelque chose qui est vivant? Et qui à l'origine n'était pas virulent, c'est-à-dire les R. Alors, évidemment, c'est un mystère pour Griffith à l'époque. Alors, heureusement, en 1944, les expériences 5 et 6 vont nous sauver de la situation et nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Alors, dans l'expérience numéro 5, on va dire Avery et ses collègues, en 1944, ont repris les expériences de Griffith lorsqu'il a injecté des S tués avec des R vivants, et il a ajouté des protéases. Donc ça veut dire, si ce qui provoquait le retour ou la représence, entre guillemets, de la capsule, si c'était dû à des protéines, alors en détruisant les protéines, le résultat ne changerait pas en théorie. Donc il s'aperçoit, alors qu'est-ce qu'il fait dans son expérience? Donc il met des S tués sans protéines plus des R vivants. Alors il n'y a pas de protéines puisqu'on ajoute des protéases. Et on s'aperçoit que la souris meurt et qu'il y a de nombreux pneumocoques S vivants, comme dans l'expérience numéro 4 de Griffith. Donc ça voulait dire que ce ne sont pas les protéines éventuelles des S tués, alors pas des S tués mais des R vivants, ce ne sont pas les protéines qui ont causé la mort. Puisqu'on a mis des protéases et qu'il n'y a pas de protéines. Alors évidemment, Avery se posait encore la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la souris est morte? Pourquoi est-ce que des S tués avec des R vivants ont donné des S vivants avec capsule? Alors il fait une sixième expérience, il ajoute de l'adénase, donc une enzyme qui détruit le matériel génétique ADN, en présence de souches de pneumocoques S tués par la chaleur. Donc ce sont des S tués avec des R vivants. Donc il reprend la même chose, il prend des S tués avec des R vivants, mais il n'y a pas d'ADN. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'ADN? Parce qu'on a mis de l'adénase qui détruit les ADN. Et là, il constate que la souris survit et qu'il n'y a pas de pneumocoque dans la souris. Donc comme
ce ne sont pas les protéines qui sont la cause de la mort de la souris. Et comme l'ADN induit la vie de la souris, ça veut dire que donc sans ADN, la souris survit. Donc ça veut dire qu'avec ADN, la souris ne survit pas. Donc ça veut dire que quand on met la souche S tuée en présence d'une souche R vivante, de l'ADN induit la mort de la souris. Alors maintenant, avec nos connaissances, on sait que dans l'ADN, il y a des gènes de virulence concernant ces pneumocoques, en fait. Alors, il a dû y avoir, très certainement, alors si je me place à l'époque de Avery, il a dû y avoir très certainement un transfert d'ADN d'une bactérie morte S, donc S qui a été tué, entre S tué et puis R vivant. Donc ça veut dire soit c'est S tué qui a donné du matériel génétique, soit c'est R vivant qui est allé chercher du matériel génétique de la souche virulente. Donc il a dû y avoir un contact entre les deux bactéries qui ont fait que l'une est allée chercher de l'ADN chez l'autre. Alors bien sûr, comme R est vivant, il a dû s'établir, et on le sait maintenant, donc des ponts entre les deux bactéries qui ont fait qu'il y a eu un transfert d'ADN, donc de certains gènes, entre les bactéries S tuées et les bactéries R vivantes. Et donc ce transfert de gènes à travers ce pont cytoplasmique a fait que le nouveau gène, enfin le gène qui a été transféré, qui était un gène de virulence, eh bien, fait que lorsqu'il passe dans ce pont, il s'intègre au matériel génétique de la bactérie R vivante et induit la virulence en formant une capsule lisse qui empêche les cellules du système immunitaire de la souris de venir détruire les nouvelles bactéries S qui proviennent de R transformées. R transformées, donc les souches R transformées, du fait qu'elles ont pris du matériel génétique aux souches S mortes. Vous voyez, donc transfert horizontal de gènes pour induire la virulence. Et si on détruit cet ADN, il n'y a pas de virulence. La souris survit, donc c'est bien la preuve qu'il y a eu un transfert d'ADN. « 30 secondes de repos. Alors, je reprends un petit peu les choses. Je vais dire des choses qui sont la même chose, entre guillemets. Il va y avoir une redondance de ce que j'ai dit et de ce que je vais vous redire, mais je reprécise, parce que c'est important de bien comprendre ces expériences historiques. Elles montrent que la réflexion, sur le court terme et sur le long terme, permet de connaître des choses scientifiques et donc d'avancer dans les théories scientifiques. Donc on a présenté une expérience ou des expériences historiques, 4 plus 2, donc des expériences 1, 2, 3, 4, 5, 6, concernant deux souches bactériennes de pneumocoque, Pneumococcus pneumoniae, une souche qui était virulente car elle était dotée d'une capsule, dont la culture en milieu gélosé donne des colonies à l'aspect lisse, et l'autre non virulente, l'autre souche non virulente, repérable par le fait que les colonies ont un aspect rugueux. Donc ça, vous l'aviez compris. Donc, la synthèse de la capsule qui a des molécules spéciales, donc une capsule polysaccharidique chez les bactéries de souche S, est déterminée par un gène dont la mutation
est à l'origine de l'absence de capsule chez les bactéries de la souche R. Donc souche S, un certain gène qui donne la virulence. Souche R, un certain gène qui a été muté et qui ne donne plus de virulence. Donc la capsule, elle assure la résistance à la phagocytose des macrophages dans les alvéoles pulmonaires. Les expériences 1 à 4 réalisées par Griffith ont permis de montrer que les bactéries R non virulentes peuvent le devenir au contact de bactéries de souche S. Ce que Griffith interprète comme le résultat du transfert possible d'un facteur transformant, ce dernier restant à identifier. Alors on sait bien que ce facteur transformant, suite aux expériences d'Avery, ce sera de l'ADN. Donc les expériences d'Avery, MacLeod et McCarthy, expériences 5 et 6, ont permis de trancher entre les protéines et l'ADN quant à la nature de la substance transformante. Alors, donc je reprends encore une fois cette exploitation des expériences de Griffith et Avery. Les expériences 1 et 2 servent à quoi? Eh bien, elles servent de témoins et montrent le caractère virulent des pneumocoques de souche S, qui se multiplient chez la bactérie en entraînant la mort, alors que les pneumocoques R sont éliminés par la souris 2, qui, bien évidemment, va survivre. L'expérience numéro 3 de Griffith montre l'innocuité des pneumocoques S tués par la chaleur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dangereux, ils n'induisent pas la mort de la souris. Et dans l'expérience 4 de Griffith, parce qu'il n'en a fait que 4, il injecte des pneumocoques R vivants et des S tués. Tous deux inoffensifs séparément. D'après les expériences 2 et 3, donc tous deux inoffensifs d'après les expériences 2 et 3, la souris meurt du fait de la présence de pneumocoques S vivants. On peut donc en conclure que les bactéries R seules vivantes au moment de l'injection se sont transformées en bactéries S vivantes. Vivantes et mortelles. Une information, facteur transformant, une information est donc passée des S au R qui leur a permis de fabriquer une capsule polysaccharidique, protectrice. Cette information est héréditaire puisque la souris contient de nombreux pneumocoques de type S. Alors bien entendu, la problématique que l'on s'est posée, c'était de déterminer la nature de ce facteur qui a transformé la bactérie R non virulente en bactérie S virulente. Alors nous on sait maintenant que c'est de l'ADN, mais à l'époque ils ne savaient pas. Alors pour répondre à la question, quelle est la nature de ce facteur transformant? Dans l'expérience 5 d'Avery, les bactéries S tuées sont soumises à l'action d'une protéase. Donc c'est une enzyme qui hydrolyse les protéines, donc les détruit, avant d'être mélangée et injectée à des souris. Le résultat obtenu est le même que dans l'expérience numéro 4, c'est-à-dire que la substance transformante n'est donc pas de nature protéique. Puisqu'on détruit les protéines, ça fait la même chose. Donc si on ne détruisait pas les protéines, ça fait la même chose. Bon, donc la substance transformante n'est pas une protéine. En revanche, dans la dernière expérience numéro 6, si l'enzyme utilisée est une adénase, hydrolysant l'ADN, eh bien la transformation des bactéries R en S n'a pas lieu. C'est donc bien l'ADN, puisque si on détruit l'ADN,
la transformation de R en S n'a pas lieu, mais si on ne détruit pas l'ADN, la transformation de R en S a lieu. Donc c'est donc bien de l'ADN qui est récupéré par les bactéries R. Cet ADN est responsable de leur transformation. Donc du fait que les bactéries R deviennent des bactéries S virulentes. Et c'est en accord avec les expériences que l'on a faites. Donc c'est donc bien l'ADN récupéré par les bactéries R qui est responsable de leur transformation de bactéries non virulentes en bactéries virulentes. On peut donc en déduire qu'il s'est produit un transfert d'ADN et donc de gènes des pneumocoques S vers les pneumocoques R. Alors, on parle de transfert horizontal pour le distinguer des transferts verticaux entre ascendants et descendants assurés par division cellulaire. Donc là, transferts horizontaux, donc d'une même souche, enfin de deux souches différentes, une souche R et une souche S, la souche R devient une souche S. Il y a eu un transfert horizontal. Alors quel est le mécanisme? Pour l'instant, on n'en parle pas. Alors, passons maintenant à divers mécanismes de transfert horizontaux de gènes. Alors, procurez-vous les documents suivants. Vous allez avoir besoin d'abord d'un transfert depuis le milieu extérieur concernant l'ADN libre qui passe dans la cellule et qui est intégré à l'ADN cellulaire concernant des bactéries. On met de l'ADN libre, on met des bactéries, une bactérie va capturer cet ADN libre et l'intégrer dans son matériel génétique. Donc ça peut être un transfert horizontal depuis un milieu extérieur. Vous comprenez qu'on a bien un transfert horizontal d'un ADN libre vers le matériel génétique, par exemple d'une bactérie. C'est un premier type de mécanisme de transfert horizontal de gènes. Ensuite, donc, vous avez pu trouver des documents sur Internet ou sur un manuel. Vous pouvez également avoir des transferts horizontaux de gènes d'une bactérie à une autre par conjugaison. Donc, documents que vous pouvez observer au microscope électronique à balayage. Vous voyez des bactéries, puis vous voyez des espèces de petits filaments entre deux bactéries. Et bien là, ce sont des ponts horizontaux. Et en voyant ces ponts horizontaux, on comprend mieux pourquoi tout à l'heure la souche R s'est transformée en souche S, parce qu'entre les deux bactéries, il y avait des petits ponts horizontaux, et que du matériel de la souche R, S tuée, je veux dire, a pu passer dans la bactérie R et s'intégrer au matériel génétique de la bactérie R pour devenir une bactérie S, puisqu'il y aurait eu sans doute un transfert du gène de la virulence. Autre type de transfert horizontal de gènes, alors tout à l'heure je vous ai dit donc transfert horizontal de gènes d'une bactérie à une autre par conjugaison, ça veut dire que, oui parce que je ne vous ai pas expliqué encore, on prend deux bactéries, dans ces bactéries il y a le matériel génétique et il y a également ce que l'on appelle des plasmides qui sont du matériel génétique mais sous forme circulaire. Sur une autre bactérie, on trouve bien entendu le matériel génétique, donc le chromosome bactérien, avec d'autres plasmides. Et si un pont cytoplasmique s'établit entre les deux bactéries, eh bien les plasmides peuvent passer d'une bactérie à une autre. Et éventuellement, donc compléter les plasmides de la bactérie qui reçoit, donc en mettre en quantité excessive, ou bien même, on peut très bien avoir, on peut l'imaginer, des transferts de plasmides qui s'intègrent dans le chromosome bactérien, pourquoi pas. On peut imaginer un petit peu ce qu'on veut.
en tout cas du matériel passe d'une bactérie à une autre par l'intermédiaire de ponts cytoplasmiques. Donc on peut avoir évidemment des réplications et des transferts de plasmides. Donc on obtient finalement une bactérie qui a acquis un plasmide supplémentaire par exemple. Bon, mais on peut imaginer que des petits morceaux de chromosomes bactériens s'intègrent également dans le matériel génétique de la bactérie receveuse suite à son passage dans le pont cytoplasmique, on peut l'imaginer en tout cas. Donc ça, c'est encore un exemple de transfert horizontal de gènes d'une bactérie à une autre. Tout à l'heure, on a vu ADN libre, petit morceau d'ADN libre qui passe dans la bactérie, puis puis s'intègre au matériel génétique. Donc c'est un exemple de transfert horizontal très simple. Là, on voit un transfert horizontal entre deux bactéries par l'intermédiaire d'un pont cytoplasmique. Donc qui fait passer du matériel génétique d'une bactérie à une autre. Deuxième type de transfert horizontal. Ensuite, concernant les virus, donc on peut avoir des bactériophages, c'est-à-dire des virus qui s'attaquent aux bactéries. Donc là, on peut très bien voir des virus qui injectent leur ADN dans une bactérie. Donc on voit très bien au microscope électronique à transmission. Vous voyez un petit morceau de cellule. Vous voyez des virus qui sont accrochés sur la membrane bactérienne. Enfin, qui s'accrochent sur la bactérie. Et puis on voit des petits morceaux verts sur mon image qui passent. Donc c'est de l'ADN, très certainement, qui passe du virus vers la bactérie. Et donc là, on peut très bien se retrouver dans le cas d'un transfert libre où de l'ADN du virus, un petit morceau, est passé dans la bactérie, donc on a de l'ADN libre. Comme tout à l'heure, on a dit que cet ADN libre peut s'intégrer au matériel génétique de la bactérie. Donc si on regarde également, donc là c'est un autre exemple de transfert horizontal de gènes d'un virus vers le matériel génétique d'une bactérie. Troisième exemple. Alors quatrième exemple, si on parle des bactéries R et S que l'on a vu tout à l'heure, évidemment. Mais bon, ça concerne les ponts cytoplasmiques, donc ça fait que 3 exemples finalement. Et ensuite, si on regarde le cycle de réplication d'un rétrovirus à ARN, pourquoi rétrovirus? Parce que ce virus possède de l'ARN qui peut se transformer en ADN et s'intégrer dans le matériel génétique de la cellule hôte. Pourquoi? Parce qu'il y a une transcriptase réverse qui transforme l'ARN en ADN. Très subtil au point de vue évolutif. Donc on a un virus, un rétrovirus à ARN, c'est presque un pléonasme, qui va s'accrocher sur la paroi de la bactérie ou d'une cellule hôte quelconque, ce n'est pas forcément une bactérie parce qu'on n'est pas forcément dans le cas de bactériophage ici. On va prendre une cellule quelconque, une cellule hôte, c'est-à-dire qui va accueillir le virus. Donc le virus s'accroche sur la membrane plasmique de la cellule, imaginons que ce soit une cellule humaine, et puis par un mécanisme d'endocytose, les membranes vont fusionner et le virus va pénétrer à l'intérieur du cytoplasme. Ce virus va libérer son ARN qui, sous l'action d'une transcriptase inverse, va transformer l'ARN en ADN viral, qui va s'intégrer dans le matériel génétique de la cellule en traversant la membrane nucléaire. Et puis, bien entendu, on va avoir le mécanisme de biosynthèse des protéines qui va se mettre en place avec formation d'ARN messagers qui vont sortir du noyau, mais qui correspondront à des ARN viraux, qui vont s'assembler
faire en sorte que grâce à la biosynthèse des protéines, eh bien cet ARN messager va être lu, il va former des protéines, etc. Et en fait, on va reconstituer de fil en aiguille le virus complet qui va pouvoir s'intégrer à la membrane plasmique par exocytose, libérer les virus qui vont proliférer dans d'autres cellules. Donc là, on a bien un troisième exemple, alors un, deux, trois, un quatrième exemple de transfert horizontal de gènes grâce à ce cycle de réplication du rétrovirus à ADN. Donc, on voit bien qu'il y a divers mécanismes de transfert horizontaux de gènes, donc de l'ADN est en permanence libéré dans l'environnement, par exemple dans les sols, dans les milieux aquatiques, dans les écosystèmes microbiotiques, et à la suite de la destruction de cellules, bien entendu. Et dans certaines conditions, de l'ADN libre peut être intégré par des bactéries avec lesquelles il entre en contact, comme je vous expliquais tout à l'heure. En plus de leurs chromosomes, les bactéries possèdent de petites molécules d'ADN circulaires que l'on appelle les plasmides, dont je vous en ai parlé tout à l'heure, qui se répliquent indépendamment du chromosome bactérien. Et ces plasmides sont transmissibles d'une bactérie à une autre, donc de bactéries de la même espèce ou d'espèces différentes, ou même les cellules eucaryotes. Entre bactéries, on parle de conjugaison, donc par l'intermédiaire de ponts cytoplasmiques. Donc c'est souvent ainsi que sont transférés des gènes de virulence, de résistance à des antibiotiques, donnant alors un avantage sélectif à la bactérie qui en hérite, bien entendu. D'où le terme antibiotique, il ne faut pas que ce soit systématique. Sachant que les antibiotiques ne concernent que les bactéries et non pas les virus. Les virus qui d'ailleurs sont d'excellents vecteurs de transfert horizontaux de gènes. Par exemple, comme on a dit, lorsqu'ils effectuent leur réplication dans une cellule hôte, de l'ADN viral va pouvoir être intégré et rester dans le génome de la cellule hôte. C'est le cas du VIH d'ailleurs, entre parenthèses, qui donne le sida. Et réciproquement, on peut avoir un peu de l'ADN de la cellule hôte qui peut être incorporé à l'ADN viral dans les nouvelles particules formées. Après leur libération, donc on peut avoir des petits morceaux d'ADN de la cellule hôte qui partent en même temps que l'ADN, enfin l'ARN plutôt dans le cas des rétrovirus, qui partent en même temps que l'ARN messager. Donc de chaque côté de l'ARN messager, on peut très bien avoir des petits morceaux d'ADN de la cellule hôte, donc de la cellule eucaryote. Donc je disais réciproquement, un peu d'ADN de la cellule hôte peut être incorporé à l'ADN viral dans les nouvelles particules formées, et après leur libération, ces virus vont infecter d'autres cellules et peuvent même y apporter des gènes provenant d'un autre organisme. Donc OGM, organisme génétiquement modifié, ça tourne autour de ça également. Donc si on voulait détailler un petit peu plus, donc ce qu'on vient de voir, c'est que on vient de voir que on a présenté différentes modalités connues de transfert d'ADN. On a vu 4 modalités. D'abord, la transformation, capture d'ADN de l'environnement que les prokaryotes utilisent comme nutriment. Et ce petit morceau d'ADN peut être inséré dans le génome de bactéries réceptrices à condition qu'elles soient dans un état dit de compétence. Bon, donc ça c'est la petite information que je vous donne en plus. Donc capture d'ADN qui provient de l'environnement, donc transfert libre en fait de petits morceaux d'ADN. Ensuite, la conjugaison qui a été découverte par Lederberg et Tatum en 1946, conjugaison qui a été découverte chez Escherichia coli, supposant la formation d'un pont cytoplasmique entre bactéries à partir de ce que l'on appelle un pilus sexuel, et bien entre bactéries de même espèce ou bien d'espèces différentes.
voire entre bactéries et cellules eucaryotes. Par exemple, c'est le cas de Saccharomyces, cellules HLA, etc. Donc, à travers les ponts cytoplasmiques, on parle de conjugaison, alors qu'à partir d'ADN libre, on parlait de transformation. Autre mécanisme, c'est ce que l'on appelle la transduction, qui fait intervenir des virus en tant que vecteur de gènes d'une cellule infectée à une autre. Transduction. Donc on a vu 4 exemples, mais on a 3 mécanismes importants, en fait. La transformation, vous vous souvenez ce que c'est? À partir d'un ADN libre qui pénètre dans une bactérie, par exemple, eh bien ce morceau d'ADN peut s'intégrer au matériel génétique de la bactérie. Par exemple. Deuxièmement, conjugaison. Vous vous souvenez, entre 2 bactéries, il y a un pont cytoplasmique, transferts horizontaux de gènes. Et troisièmement, la transduction, qui fait intervenir des virus en tant que vecteur de gènes d'une cellule infectée à une autre. Et longtemps sous-estimée dans les environnements naturels, elle jouerait éventuellement un rôle important dans la diffusion de gènes de résistance aux antibiotiques chez des bactéries pathogènes. Les virus pouvant jouer le rôle de réservoir de gènes de résistance dans les environnements variés. Donc ça veut dire que le gène de résistance aux antibiotiques est relatif aux bactéries, mais étrangement, les virus peuvent être des vecteurs, c'est-à-dire posséder en eux ce gène de résistance aux antibiotiques qu'ils peuvent transférer ensuite dans les bactéries, voire dans les cellules hôtes eucaryotes. Très subtil, point de vue évolution. Donc quand on dit antibiotiques, oui, c'est pas systématique et ça ne concerne que les bactéries, mais en fait c'est un peu faux. Parce que les virus peuvent contenir ces gènes. Mais les virus qui contiennent les gènes ne sont pas détruits par les antibiotiques. C'est seulement lorsqu'ils ont transféré leur gène vers une bactérie, s'il y a une gène de résistance éventuellement, que cette bactérie peut être résistante à l'antibiotique. Alors, donc on a bien vu que ces transferts résultent d'une capture de l'ADN. Alors, concernant les bactéries S mortes, par des bactéries vivantes et donc d'une transformation. Donc ce transfert que l'on a vu donc d'une bactérie S vers une bactérie R par l'intermédiaire d'un pont cytoplasmique. Donc là on revient un petit peu sur les pneumocoques. Et bien ce transfert résulte d'une capture d'ADN qui était issue des bactéries S qui elles étaient mortes. Et donc capture issue des bactéries S par des bactéries R vivantes et donc ça on parle de transformation. Tout à l'heure on a dit transformation, c'était bien lorsqu'il y avait un petit morceau d'ADN libre qui s'intégrait dans une bactérie. Donc là, ce petit morceau d'ADN libre, en fait, il n'est pas si libre que ça, puisqu'il a fallu, à travers des ponts cytoplasmiques, aller le chercher. Bon, pas aller le chercher, mais simplement formation du pont, et puis par un mécanisme là mystérieux, un gène de virulence est passé. Ensuite, on peut dire que l'universalité de l'ADN dans le monde vivant, concernant la structure et le mode d'expression, le code génétique, etc., permet des échanges de gènes entre bactéries de même espèce ou entre organismes non nécessairement apparentés, c'est-à-dire pas forcément de la même espèce. Les virus, eux, on a vu, ce sont des vecteurs majeurs de gènes par transfert horizontal du fait de leur abondance. Il y a énormément de bactéries, mais il y a énormément de gènes également. Et ce, dans tous les environnements. Donc ça dépend bien sûr de leur capacité également de prolifération et surtout du fait que les gènes viraux restent présents dans les cellules cibles de virus, notamment concernant les rétrovirus. Et c'est le cas, par exemple, du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, qui est la cause du sida, c'est-à-dire du syndrome d'immunodéficience acquise. Donc des gènes appartenant au génome des cellules hôtes parasitées peuvent également être transférés aux prochaines cellules qui seront alors parasitées à leur tour. Bon, je pense qu'on a
bien fait le tour complet de ce qui concernait les transferts horizontaux de gènes. On a assez parlé, hein. Le cours est terminé. Merci. Petite photo finale.